je vais inviter M. Philippe Papin. Donc, je suis très heureuse de le présenter. Philippe Papin, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il est membre de l'École française de l'Extrême-Orient. Il est spécialiste de l'histoire et épigraphie de la péninsule d'Indochine. Ses travaux portent sur Vietnam. Il a écrit plusieurs livres à ce sujet. L'histoire de la ville de Hanoï, un livre sur Vietnam, n'est-ce pas, l'histoire générale du pays. Et il est aussi auteur d'un catalogue et d'un corpus des inscriptions anciennes du Vietnam. Et je suis très heureuse qu'il va partager son savoir avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Merci aux organisateurs, à Jean-Luc Fournet. À demi, merci simplement à Judith, parce qu'après une communication aussi brillante, le successeur a une tâche un peu difficile. Mais enfin, j'espère que l'exotisme vaudra votre indulgence, et j'essaierai de faire de mon mieux. Alors, comme je dispose que d'une trentaine de minutes, je vais... par contre, je vais d'abord commencer par brancher le... Donc je vais, en 30 minutes, ou à peu près, je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail de la linguistique historique du Vietnam, ce qui d'ailleurs est plus prudent dans la mesure où cette linguistique est d'une complexité absolument inouïe, dont on ne vient jamais à bout. Je vais simplement tâcher d'en montrer la logique d'ensemble, en portant particulièrement mon attention sur les questions qui finalement nous occupent aujourd'hui, à savoir, d'une part, la coexistence d'écritures différentes et leur usage à la fois politiques, culturels et sociaux, et d'autre part, m'interroger sur le degré et la nature des interférences entre ces deux écritures. Je commence par un mot du contexte pour ceux qui ne seraient pas familiers. Le Vietnam, géographiquement et culturellement, situé à l'articulation entre l'Asie orientale et l'Asie du Sud-Est, a été un carrefour linguistique de premier ordre. Vous le voyez sur la carte. Sur son territoire, donc au sein évidemment de ses sources documentaires, se mêlent beaucoup de choses. D'abord, plus de 20 siècles d'usage de l'écriture chinoise, à partir du IIe siècle avant, parallèle au vietnamien parlé. Ensuite, une bonne dizaine de siècles d'usage du sanskrit à l'écrit et du cham, c'est-à-dire la langue du royaume du Champa, que vous voyez, le sud du Vietnam, à l'oral. À quoi s'ajoute le script démotique, donc je parlerai assez longuement, mis au point autour du XIIIe siècle, l'alphabet romanisé mis au point, conçu par les missionnaires catholiques au XVIIe siècle, sans oublier les langues des groupes ethniques dits minoritaires, par exemple le Thaï, c'est-à-dire les Thaïs se sont installés au Xe siècle au Vietnam, mais c'est la même famille que la grande famille des Thaïs, actuellement en Thaïlande. Et puis, même, on pourrait ajouter le français, tout simplement, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a d'intéressantes graphies sinisées du français qui sont tout à fait inattendues. Alors, au sein de ce laboratoire linguistique assez fabuleux, à vrai dire, force est de choisir son centre d'intérêt. Le mien, qui d'ailleurs n'est pas vraiment choisi, mais indispensable à mes recherches historiques, le mien, donc, c'est l'articulation, la coexistence entre le chinois écrit et le vietnamien oral puis écrit. Vous voyez, j'aurais dû, je vais me servir de ça, vous montrer ici très rapidement quelques estampages des différentes écritures que vous pouvez trouver au Vietnam, donc du mongol au sanskrit, au chinois, donc 1, 2, 3. Ensuite, vous avez des formes qui sont beaucoup plus en démotique. Ensuite, très tardive, fin 1973, si j'ai bonne mémoire, vous avez le vietnamien romanisé sur le même type de stèle. Puis enfin, c'était plutôt pour s'amuser, une stèle où un nom de français est gravé en plein milieu des caractères chinois. J'ai fait ce petit tableau parce qu'il fallait mettre un peu d'ordre dans les différentes... vous voyez, il y a au moins 5 catégories de langue ou écriture, et donc je vous le laisse en arrière-plan pour que vous puissiez vous familiariser avec toutes ces choses-là, voyant que la marche de l'histoire, comme vous voyez, c'est cette réconciliation entre l'oral et l'écrit qui, pendant 2 millénaires, ont été séparés. Donc il y a toute une aventure politique et linguistique au Vietnam qui est assez intéressante. Le chinois d'abord, donc ce chinois du Vietnam. Le Vietnam était placé sous tutelle directe, sous l'administration directe de la Chine pendant un millénaire, donc en date ronde de moins 200 à plus 800. Il n'existe aucune trace
même ténue, d'une quelconque écriture locale. Donc, en conclusion, c'est sans difficulté, et d'ailleurs sans surprise, que le chinois de Chine, si j'ose dire, s'est imposé comme l'écriture unique du pays. Il était porté par la grande machine administrative et militaire de l'Empire, naturellement, mais aussi, qu'on oublie souvent, je crois, par les moines bouddhistes qui prêchaient dans les villages et qui, enseignant la doctrine, enseignaient l'écriture. C'est assez important parce que, ou du moins c'est intéressant à constater, parce que finalement, on s'apercevra que ces moines itinérants, instruits, ont été eux aussi des vecteurs du démotique au XIIIe siècle, c'est-à-dire en fait un millénaire et demi plus tard. Donc, le bouddhisme comme vecteur d'instruction est un élément important. Je reviens au chinois écrit. Donc voilà, par exemple, une stèle tout à fait classique, enfin un estampage de stèle, plus exactement, tout à fait classique, qui est l'écriture du Vietnam, qu'on trouve. La première stèle est de 618, et les dernières sont de la fin du XXe siècle. Donc on a une écriture qu'un sinologue lirait à peu près bien. Je dis à peu près, on verra pourquoi. Et voici, à l'autre bout de la chaîne, une stèle, vous voyez, de moindre bonne qualité, mais elle date de 1942. Donc vous voyez, on part de 618 et on arrive à 1942. C'est donc toute l'histoire documentaire du Vietnam qui est rédigée dans cette écriture. Donc ce n'est pas du tout une petite chose. Fort bien, mais quel chinois? Est-ce qu'on peut le qualifier un peu plus? C'est là où les choses se compliquent, ou deviennent plus aventureuses, disons. Au moment où apparaissent des textes produits localement, donc plusieurs siècles après l'indépendance, je veux dire des textes manuscrits. Les stèles apparaissent dès le 7e siècle, mais les textes manuscrits n'apparaissent qu'après le 15e. Eh bien, on constate que ce chinois est, comment dire, un peu plus que classique, un peu archaïque ou archaïsant, disons volontairement décalé d'un ou deux crans en arrière. Il est un peu différent du chinois de Chine à la même époque. Alors, ce n'est pas une surprise. Les Vietnamiens usent de cette langue étrangère, de cette écriture étrangère, dans l'état où on leur a laissé, puisque les Chinois sont partis au IXe siècle. Mais il y a autre chose, une autre raison, et une raison, à mon avis, qu'il faut bien comprendre, parce qu'elle explique aussi la formidable pérennité de ce chinois, qui a été l'écriture officielle du Vietnam jusqu'à la colonisation française. Cette autre raison, c'est que le chinois dont les Vietnamiens ont hérité est un chinois parvenu au sommet de son prestige. C'est le chinois des Tang, donc, qui règne de 618 à 907, véhicule d'une littérature que toute l'Asie considérait comme parvenue à son point de perfection. Les Vietnamiens y tenaient. Cette écriture, cette sorte de latin cicéronien d'Asie, si j'ose dire, a été un marqueur et un vecteur de civilisation. Donc on comprend que les Vietnamiens n'étaient pas pressés de l'abandonner. Ce que je viens de dire donc, sur l'usage du chinois, le chinois très classique, ultra classique, un peu archaïsant pendant un millénaire et demi, donc fait le trait dominant de l'histoire. Cependant, ce qui va un petit peu bouleverser les choses, c'est l'apparition du démotique. Bouleverser les choses, enfin, il va plutôt faire apparaître le fossé qui s'est creusé entre l'élite et le pouvoir politique qui utilisait ce chinois classique, et puis les villages, les gens, les paysans, qui, eux, avaient davantage recours au démotique. Le démotique, dans son usage en tout cas, est lié vraiment à une classe sociale, disons, ordinaire et villageoise. Alors maintenant, arrivons à l'articulation sur ce chinois écrit du démotique, de la langue parlée vietnamienne. Comment le vietnamien que les Vietnamiens parlaient entre eux a pu passer par ce chinois. Petite incise sur la langue parlée, parce que finalement, les Vietnamiens parlaient vietnamien, mais c'est quoi le vietnamien? Quelle est cette langue autochtone? Alors, à dire vrai, au moins pour les hautes époques, nous la connaissons très mal. Ce que nous en savons provient d'une reconstitution faite par les linguistes à partir des langues employées aujourd'hui par des ethnies minoritaires vivant dans des isolats montagneux et qui ont conservé la langue parlée des Vietnamiens avant que ceux-ci ne fussent sinisés. Donc, si vous voulez, c'est des isolats linguistiques qui permettent de reconstituer la langue ancienne. Donc, c'est des études qui ont été faites par Michel Ferlus et son collègue vietnamien, Chen Tizoy, et qui ont bien montré comment le vietnamien, en se sinisant pendant un millénaire, est passé, par exemple, du monosyllabisme au dissyllabisme, ce qui n'est pas rien. Donc, le vietnamien d'avant le chinois, c'était un vietnamien dissyllabique.
mais avec l'influence du chinois, il s'est monosyllabisé, si j'ose dire. Donc le problème, si vous voulez, c'est que le vietnamien qu'on connaît, c'est un vietnamien qui est déjà sinisé. Tout le problème, c'est savoir c'est ce qu'il était avant. Il faut donc obligatoirement partir de ce vietnamien déjà sinisé. C'est là qu'on va étudier son articulation. Et on arrive au démotique. D'abord, disons que le modelage de l'oral par l'écrit n'est pas un phénomène original. C'est même assez classique. Simplement, dans le cas du Vietnam, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a généré, mettons, 70% du lexique. Autrement dit, presque 3/4 des mots vietnamiens prononcés, ou écrits, qu'importe, presque 3/4 des mots vietnamiens sont des mots d'origine chinoise, et qui, en tant que tels, pouvaient parfaitement se dire ou s'écrire. Donc vous comprenez que quand on parle de démotique, déjà, on ne parle plus que de 30% du vocabulaire. Donc c'est important de mesurer un peu de quoi on parle. Du point de vue lexical, ce démotique est donc, on peut dire, minoritaire, à 30%, on peut dire que c'est minoritaire. Ce qui explique d'un coup qu'on l'ait finalement peu utilisé tard et dans certaines circonstances seulement. Pour le dire vite, on pouvait s'en passer. Je vais revenir sur l'usage du démotique, mais pour faire comprendre les choses, il m'est un peu obligatoire de simplifier, de parler de la manière dont il était fabriqué, ce démotique. Je vais simplifier outrancièrement, mais pour vous indiquer la méthode générale. La première méthode, ben voilà, vous pouvez la lire, je l'ai un peu détaillée pour aller plus vite, c'est l'emprunt direct. Si un mot chinois est homophone ou quasi homophone d'un mot vietnamien, alors on l'emploie tel quel. Un exemple plus simple, c'est la montagne, Shan en chinois, qui se prononce en vietnamien, puisqu'il y a une prononciation du chinois par les Vietnamiens, ils ont l'accent, on peut dire. Les Vietnamiens, comme vous voyez, le prononcent sun, c'est la 4e ligne. Or, ce sun qui veut dire la montagne en chinois, veut dire appliquer au pinceau, peindre, enduire de vernis en vietnamien. Ça n'a rien à voir. Simplement, quand un Vietnamien veut écrire son mot vietnamien, il veut dire sun, il emprunte directement la montagne. Par exemple, je reviendrai après. Donc voilà, emprunt direct, ça forme en fait une grande partie du lexique, et ils sont d'autant plus nombreux, ces homophones ou quasi-homophones, qu'à la base déjà, vietnamien et chinois sont phonétiquement assez proches. Enfin, cantonais d'ailleurs et vietnamien serait plus juste. Donc il y a une grande proximité qui permet de trouver souvent des homophones et de faire des emprunts directs. D'ailleurs, l'un des premiers dictionnaires de chinois démotique, publié au Vietnam au XVIIIe siècle, et qui compte 3900 entrées, je crois, de mémoire, parmi elles, 80% sont des emprunts directs. Alors on voit tout de suite l'ambiguïté. Le problème, c'est que le terme, comme par exemple ma montagne ou mon pinceau, en quelque sorte, peindre ou montagne, est-ce que c'est un terme chinois ou est-ce que c'est un terme vietnamien? Autrement dit, est-ce que c'est du Han ou est-ce que c'est du Nom? C'est l'un et l'autre. Ça commence à compliquer beaucoup les affaires, ne serait-ce que pour faire des dictionnaires. Alors, dans le dictionnaire dont je parlais du XVIIIe siècle, cette liste de 3900 mots, elle prend les mots comme par exemple sun, et bien elle le traduit directement par peindre. Elle ne passe pas par montagne. Enfin, on voit bien que c'est évidemment le même mot. Même dans le contexte, généralement le contexte aide à s'en sortir quand même. On imagine bien que le mot peindre, par exemple, s'applique par exemple à un mur, donc ça nous aide. Mais enfin, parfois, il y a parfois des ambiguïtés. Par exemple, quand on trouve montagne, statue, on le lit en chinois, c'est un peu ambigu parce que ça peut tout aussi bien désigner peindre une statue, et ça c'est la lecture vietnamienne des mots, qu'une statue qui a la forme d'une montagne. Une statue, vous savez, sur une stèle en forme de montagne. Et donc finalement, sur ces deux mots, donc on dirait Sun ou Sunter en vietnamien ou en chinois, on trouverait les deux interprétations possibles. Donc parfois, il y a des ambiguïtés. Et moi qui fais de l'épigraphie, je peux vous dire que c'est un vrai casse-tête. Parfois on ne sait pas. Tout simplement on ne sait pas. Deuxième méthode, qui est plus compliquée, mais il y aura une troisième méthode. Donc, disons, elle est encore assez simple. Donc, cette deuxième méthode, elle consiste à créer de toute pièce un caractère démotique, singulier, c'est-à-dire un caractère qui ne peut être que du démotique, qui ne peut pas être du chinois. Évidemment, ça lève un peu les ambiguïtés. Là, vous voyez dans l'exemple que j'ai donné, je crois que c'est assez clair, il faut partir du départ. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire la mère, la maman. En vietnamien, quand je le prononce, il faut que je dise « mais ». Comment je fais? Alors je prends d'une part la clé en chinois de la femme, c'est pour le sens,
et j'accole ce caractère-là qui veut dire joli, beau, simplement pour le son. Ça se prononce en sino-vietnamien mi, c'est le M qui m'intéresse. Donc je prends ce caractère-là pour la consonne initiale et l'autre pour le sens. Je les accole, ça donne le caractère qui est là-haut. Donc il y a une contraction de deux caractères. Donc c'est une pure création avec le sens et le son. Bon, c'est pas toujours très facile à déterminer, je vous le dis très franchement. Avec le temps, on a simplifié ces combinaisons. Ne serait-ce que parce que la fusion, parce que là, les caractères sont encore petits, mais si vous fusionnez deux gros caractères chinois, votre caractère sur la page prend une très grande dimension, évidemment. Donc, on est passé à une troisième méthode, qui est la méthode la principale et qui est évidemment la plus difficile. C'est ce que j'ai appelé sens plus un demi-son. C'est-à-dire que, dans l'exemple que vous avez là, je voulais dire au point de départ, je le prononce, je suis obligé de le prononcer pour qu'on comprenne, soy, qui est le riz gluant. Comment je m'y prends? Je prends la clé du riz, donc la première clé qui est là-haut. Ça, voilà, j'ai ma clé sémantique. Et après, je prends le caractère que vous voyez là-haut, mais en fait, je prends la partie droite d'un caractère. Non, je ne peux pas montrer comme ça, je ne sais pas le faire avec ça. Je vais faire comme tout le monde des bêtises, je pense. C'est en haut? Oui, mais dans quel sens ça se regarde? Zut, ah ben non, j'ai fait une bêtise, je m'en doutais. Bon, c'est pas grave. Enfin, vous le voyez bien, c'est-à-dire que au lieu, tout à l'heure, j'avais simplement deux caractères, tout simplement. Ça posait... Oui, merci beaucoup. Ah, vous savez, même. Ah oui, mais alors c'était un piège, là. C'est ici, là? Oui. Je le laisse allumer en permanence. Ah, voilà. Donc, vous voyez, bien, ce caractère-là, tout à l'heure, ça aurait été le sens et le son. Ça aurait été simple. Là, c'est donc le sens, le riz, plus ce caractère-là. Mais en fait, ce caractère-là, c'est une abréviation de celui-là. Et c'est là tout le piège. Pour retrouver le son, en fait, on a un demi-son. Donc, il faut deviner, en gros, si je ne savais pas que ce caractère-là abrégeait celui-là, je ne peux pas trouver. Si, par exemple, je pensais que ce caractère-là, je me doute, quand je vois ça, je me dis, ça c'est du riz, c'est sûr. Là, je ne sais pas. Si j'imaginais que c'était, par exemple, non pas celui-là, mais celui avec deux petits traits, ou avec autre chose, alors je partais sur une fausse piste, et je me trompais. Et ça, c'est vraiment le plus dur, qui fait qu'il y a plein de caractères démotiques qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Si le contexte ne nous aide pas, c'est impossible. Parce que là encore, ça va être assez simple pour qui connaît la musique, mais en réalité, il y a parfois beaucoup plus compliqué. Donc, ces abréviations sens et un demi-son sont malheureusement le démotique, l'essentiel du démotique, et ainsi fait. Parfois, il y a vraiment de terribles complications. Souvent, en fait, on ne trouve pas, ou alors on trouve des erreurs. Donc, on passe son temps à se corriger soi-même, ce qui est très, très bon pour le caractère, finalement. Et puis, il y a autre chose pour les emprunts phonétiques. Je vous dis depuis tout à l'heure qu'il y a sens et son. Ou alors sens et un demi-son. Oui, mais le son, c'est celui de quelle époque? Celui du XIIIe n'est pas celui du XVIe, qui n'est pas celui du XVIIIe. Donc, il faut connaître plusieurs états de la langue parlée vietnamienne. Pire encore, il y a les régions. Et Dieu sait si au Vietnam, les dialectes sont importants. Moi, je vais dans une certaine province du centre du Vietnam, je ne comprends pas. Et en Chine, n'en parlons pas. Mais au Vietnam, même en plus petit, c'est comme ça. Donc, vous combinez le problème de la durée. La langue vietnamienne a une prononciation qui a varié. Et de l'espace, elle variait selon les provinces. Chacun faisait son petit démotique personnel. Le même mot démotique dans une province du sud, du centre, Thanh Hoa par exemple, ne sera pas le même qu'à Thanh Nguyen. Parce qu'ils ne parlaient pas le même vietnamien. Donc l'élément phonétique n'était pas le même. Et pour nous, c'est un véritable casse-tête, évidemment. En même temps, ça justifie des études longues. Donc, ce n'est pas tout à fait perdu. Sortons de la technique, je voulais absolument y passer pour vous faire comprendre ce qu'on va dire maintenant. Sortons de la technique, que j'ai grossièrement résumée, pour faire un bilan. Nous voilà donc en fin d'époque médiévale, ou disons surtout à partir du XVIIe siècle, avec deux écritures. L'une chinoise, l'autre vietnamienne. Bien, on pourrait penser qu'alors les textes vont se séparer et qu'on va en deux corpus différents et qu'on aboutirait à la belle image de l'affiche qui est l'image que nous a montrée Judith tout à l'heure. Donc on pouvait imaginer ça. Ce serait d'autant plus logique que si les lexiques se recoupent à 70%, les grammaires vietnamiennes et chinoises, elles, sont très différentes. Autrement dit, les Vietnamiens avaient toutes les raisons pour produire leur propre texte démotique indépendant. La grammaire est entièrement différente. Eh bien, c'est ce qui ne s'est pas passé, justement. C'est ça qui est intéressant dans le cas du Vietnam.
Le démotique ne va pas se rendre indépendant, ou très peu. Et de toute façon, très peu, mais de toute façon, il sera toujours d'une façon incomplète. Même dans les grands romans, comme le Kim Van Keo, le grand roman populaire vietnamien qui est en démotique, il y a beaucoup de termes qui sont restés en chinois, des expressions qui sont en chinois. Pourquoi? À mon avis, la cause est double. Premièrement, la première cause est littéraire. Littérairement, en effet, nombre d'expressions toutes faites passent beaucoup mieux en chinois qu'en vietnamien, tout en restant très compréhensibles. C'est-à-dire qu'un Vietnamien, il l'entend en sino-vietnamien, il l'entend dans son chinois, langue étrangère, si j'ose dire, et pourtant il la comprend entièrement. Par exemple, pour dire, c'est ce que j'ai regardé dans le Kim Van Keo par exemple, pour dire montagne printanière, en vietnamien, il aurait fallu une expression un peu compliquée, alors que si on le dit en sino-vietnamien, Swanson, tout le monde comprend, bien que ce soit du chinois, tous les Vietnamiens le traduisent automatiquement et comprennent ce que ça veut dire. Ils le traduisent et ils inversent la grammaire. Montagne printanière, printemps, montagne. Donc ils l'entendent, ils font les deux opérations. Traduction vers le vietnamien courant, inversion de la grammaire, déterminant, déterminé. Donc littérairement, c'est tout à fait jouable de continuer à garder une partie du chinois. Deuxième raison, après la raison littéraire, la raison politique. L'usage du démotique était, disons, mal vu, même parfois très mal vu. Du reste, il n'apparaît dans les textes officiels de la cour du mandarinat que lors des crises ayant porté au pouvoir des dynasties, disons, voulant se singulariser, et souvent très éphémères. C'est le cas des Ho au début du XVe siècle, c'est le cas des Taisson à la fin du XVIIIe siècle. Mais sinon, à part ces cas-là, jamais un mandarin ne se serait abaissé à écrire en démotique, ou alors sous pseudonyme. Ce qui s'est vu. Dès lors, le démotique, on comprend qu'il se réduise au minimum. En épigraphie, il concerne surtout les noms des lieux-dits. Oui, voilà, pardon. Vous voyez, par exemple, ça c'est un exemple que j'ai vraiment, réellement pris au hasard. C'est vraiment la stèle typique. C'est-à-dire que les caractères démotiques, ici, on en trouve un. Le premier, c'est pour dire une unité de surface, et ensuite, ce sont des noms de lieux-dits. Remarquez, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il y a toute une nomenclature des villages du Vietnam, des districts, des préfectures, nomenclature sino-vietnamienne, chinoise, finalement étrangère au Vietnam. Ça, c'est le milieu de la cour. Mais les paysans, qu'est-ce qu'ils disaient? Eux, ils ne parlaient pas de la commune, ils parlaient du lieu-dit. Et là, on trouve les termes les plus extraordinaires, toujours en démotique. Le bananier fleuri, l'anse du panier, derrière chez Madame X. Enfin, il y a plein de façons populaires de désigner un lieu qu'il serait urgent d'étudier, c'est-à-dire la manière dont les gens désignent leur espace passe par le démotique et non pas par la nomenclature de la cour, que tout le monde connaissait, mais enfin qui ne reflète rien que le mandarinat de la cour, pas les Vietnamiens eux-mêmes. Donc cette étude du démotique, ne serait-ce que pour les noms de lieux, et là je parle quand même de vingtaines de milliers d'occurrences, hein. Ce n'est pas une petite chose, puisque nous avons 30 000 stèles, 25-30 000 stèles. Donc c'est vraiment très important, il y a une vraie étude à faire. Donc le démotique, souvent, la plupart des textes, mettons qu'il y ait, vous voyez, maximum une dizaine de petits carrés rouges. Parfois, c'est un nom de personne aussi, un nom populaire. La plupart ont des noms chinois, mais quand c'est des gens populaires, des fois, ils ont un nom en démotique. C'est-à-dire un nom pour lequel il n'y a pas d'équivalent chinois. Donc, vous voyez, c'est assez réduit. Mais on constate que la proportion de ce démotique augmente singulièrement dès lors que les stèles sont locales, populaires, gravées pour et par les gens du village. Parfois, au détour d'une phrase, je vais vous le montrer. Ah non, c'est encore après, pardon. Parfois, au détour d'une phrase, il y a un petit morceau qui est en démotique et franchement, des fois, on ne se l'explique pas. Mais ce n'était pas très grave, puisque de toute façon, ça restait au village, dans le sanctuaire, personne ne le voyait, surtout pas le mandarin en tournée, donc on lui cachait la stèle, et donc on pouvait se permettre de le faire. Et quand il y a des développements un peu plus importants, c'est-à-dire un texte qui commence à être beaucoup plus en démotique, qui comportera toujours du chinois, on est bien d'accord, hein, puisque 70% c'est du chinois, mais en grammaire vietnamienne, donc du chinois qui serait illisible pour un chinois, mais qui est mis en grammaire vietnamienne. Eh bien, s'il y a des développements un peu plus importants, alors on les cache. Cette statue, sur laquelle j'ai un peu travaillé, cette statue est accompagnée d'une stèle. Le dos de la statue est une stèle. La stèle est en chinois, avec 3-4 toponymes qui sont en démotique, ultra classiques. Et puis en regardant cette statue de près, c'est pas moi qui ai mis le rouge à lèvres hein, sur les lèvres, c'est dommage, mais c'est souvent comme ça. Eh bien, en regardant de près, vous voyez la partie droite, et gauche d'ailleurs, les deux côtés, ici et ici, en fait, j'ai fait un gros plan, mais c'est pas très très bon, tout ça est gravé de caractères en démotique, qui sont en fait
noyés, cachés, marginalisés dans les plissures de la robe. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la partie principale de la stèle, enfin le dos de la dame, c'est une donatrice qui a donné de l'argent au village, alors elle parle de bouddhisme, des grandes choses bien nobles, donc c'est très bien. Et devant, le petit poème en démotique la concerne elle-même. Là, on abandonne le terrain du bouddhisme et des grands gestes, et elle dit, voilà, moi je suis mariée à un tel, justement, j'ai pas d'enfant. Comme j'ai pas d'enfant, je donne de l'argent au sanctuaire. Le sanctuaire sera chargé de prier pour moi, après ma mort, à la place des enfants que je n'ai pas. Et elle raconte sa petite vie. Mais ça, caché dans sa robe et en démotique. On voit bien qu'il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux de narration, évidemment. Il y a deux niveaux culturels. Il y a une sorte de modestie. Enfin, il y a beaucoup de choses à analyser, simplement, sur la place physique qu'occupe ce démotique, en l'occurrence. Au XXe siècle, on sera un peu plus audacieux. Je vais encore faire une incise, mais là, c'est assez amusant, parce qu'au XXe siècle, on aurait pu croire que la colonisation s'installant, on était libéré du confucianisme, des règles mandarinales, et qu'on aurait eu plus de liberté. C'est vrai, mais pas complètement. Globalement, on est resté dans le système ancien. Mais on trouve quand même des choses intéressantes. Par exemple, cette stèle qui est de 1934, celle-là, c'est une stèle entièrement démotique. Donc, on est d'accord, 70% de chinois, 30% de caractères fabriqués, inconnus en chinois, mais une grammaire 100% vietnamienne. Ça, c'est le système. Donc ça, c'est lisible par un sinologue. Heureusement, ça permet aux vietnamologues de se distinguer et de pouvoir défendre leur domaine d'études, ce qui est comme toujours très important. Donc dans cette stèle, on trouve des choses quand même assez curieuses. Ça, par exemple. Alors évidemment, je suis désolé, c'est pas... Il y a juste... Enfin, il y a plein de choses amusantes dans cette stèle, mais il y a ça, par exemple, qui est très drôle, parce que quand vous lisez ces caractères-là, et donc les sinologues dans la salle seront assez surpris, vous lisez, par exemple, pour les deux premiers, mais c'est les oumi, ou mais, ce sont les sourcils, et sou, c'est la pioche. Donc on dit sourcil, pioche. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas sourcil, pioche, c'est monsieur en français. Monsieur, mais sou, sourcil, pioche. Débrouillez-vous pour le comprendre. Ensuite, Sine, c'est le nom du monsieur en français. Je ne sais pas, c'est monsieur Siné, monsieur Sino, monsieur... Si je prononce les deux derniers caractères, je lis en vietnamien Sine. Bon, c'est monsieur Sino, monsieur Siné. On l'a écrit directement dans le même geste dont vous parliez tout à l'heure, justement cette continuité, y compris pour du français sinisé revenu en vietnamien. C'est quelque chose d'assez ahurissant du point de vue du montage intellectuel de la chose. Je ne dis pas que c'est très fréquent, mais enfin, ça arrive plus d'une fois. Donc cette digraphie au Vietnam, j'essaye de faire un bilan je crois que je suis un peu en retard, donc d'avancer un peu. D'abord, elle n'est pas systématique, hein, contrairement aux choses qu'on a vues dans la plupart du temps jusqu'à maintenant. Elle n'est pas systématique parce qu'on peut toujours s'arranger pour n'avoir pas besoin de piocher dans le lexique local, à part les noms de lieux, et encore les noms paysans. En s'arrangeant bien, on peut toujours passer par les seuls 70% du lexique. Donc on peut l'éviter. C'est un démotique qu'on peut éviter, ce qui n'est pas si fréquent. Et ensuite, de toute façon, elle n'est pas totale, je l'ai assez dit, puisque les deux langues sont liées par les deux écritures sont liées par un immense vocabulaire commun. Donc on a une espèce de démotique par alternance, ni systématique, ni totale. Les textes dits en démotique sont toujours des textes composites. Le chercheur ne pose pas deux manuscrits côte à côte, chacun avec son écriture, mais il a sous les yeux un seul et même manuscrit qui, si vous me le permettez, navigue d'une écriture à l'autre, d'un lexique et d'une grammaire à l'autre. Ce qui n'est pas très, très compliqué, il faut juste avoir l'habitude. C'est un peu comme le texte qu'on a vu tout à l'heure avec l'écriture hébraïque qui s'insérait dans l'arabe directement. Voyez, sauf que là, pour ce qui concerne le démotique et le vietnamien, ça se voit encore moins. La calligraphie est la même. Donc, on ne s'en aperçoit pas aussi automatiquement. Les interférences, maintenant. J'essaye de faire simple. Les interférences entre les deux écritures et les deux langues, elles sont très fréquentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles touchent autant au lexique qu'à la grammaire. Et dans tous les cas, elles correspondent, ces interférences, à des sortes de surgissements de l'oralité vietnamienne au sein d'un texte en chinois. C'est ça qui est intéressant, c'est une sorte de spontanéité autochtone dans un texte finalement composé dans une écriture étrangère. Alors le cas le plus simple et le plus fréquent, c'est que les Vietnamiens écrivaient en chinois, mais ils inversaient
l'ordre des mots pour retrouver leur grammaire. C'est-à-dire qu'ils placent le déterminant avant le déterminé avant le déterminé avant le déterminant. Voilà. Par exemple, soyons simples, pour dire un pont en pierre, les Chinois devraient dire pierre, pont. Les Vietnamiens disaient pont, pierre. On inverse les deux caractères. Vous voyez l'exemple que j'ai donné là-haut, par exemple, en jaune. Normalement, en chinois, on devrait avoir le caractère qui veut dire dans, c'est-à-dire le caractère qui est en bleu, on devrait l'avoir à la fin. En vietnamien, ils le mettent au début. Ils le prononcent avec leur grammaire, tout simplement. Donc, de temps en temps, pourquoi ça arrive, vous voyez, en jaune, là, dans ce texte? Pourquoi est-ce qu'à un moment, la grammaire dérape, en quelque sorte, et revient au vietnamien? Alors qu'il suffisait que le caractère bleu, on le mette au début, il n'y a pas de différence, il n'y a rien. Tout le texte est en chinois, et tout à coup, on a 3 caractères qui sont sur une grammaire vietnamienne. Surgissement d'oralité. Il faut imaginer le graveur ou le rédacteur du texte qui est en train de composer, et puis où il ne sait plus, où il oublie, et il pense en vietnamien et il écrit en chinois. Mais ailleurs, il ne l'a pas fait. C'est très étrange. Deuxième cas, deuxième occurrence, deuxième interférence, c'est parfois le cas pour des textes un peu plus longs. Non, je crois que c'est le même. On commence une phrase en chinois, avec la grammaire chinoise, je veux dire, et puis on trouve plus simple de la finir en vietnamien, avec la grammaire vietnamienne. Voici un exemple, ça c'est le rectangle rouge. Bon, c'est un peu technique pour les langues, mais ce que je ne commande pas, mais je vous promets que la phrase qui n'a absolument aucun sens en chinois. C'est absolument impossible de s'en sortir. Je vois que Olivier Venture sourit. C'est absolument impossible de s'en sortir. Pour un œil et des oreilles chinoises, c'est même un peu désagréable. Par contre, si vous la lisez en vietnamien, comme je l'ai en quelque sorte translittéré en dessous, tout devient clair. Simplement, il faut penser que la première partie de la phrase, il fallait réfléchir en chinois et en grammaire chinoise, et à la fin de la phrase, il fallait réfléchir en vietnamien et en grammaire vietnamienne. Au milieu de la phrase, il y a un changement. Pourquoi? Surgissement d'oralité, manque de concentration, on peut en parler à l'infini, mais n'empêche qu'au moins la chose est identifiée. Vous voyez que ça va quand même assez loin. Mais on peut aller encore plus loin. Il arrive que l'écrit en chinois enregistre un défaut de prononciation en vietnamien. Que le démotique ou que le chinois enregistre la prononciation vietnamienne, ça va, mais un défaut. Regardez l'exemple que j'ai donné. Il y a un défaut de langage, une espèce de bêtacisme vietnamien, qui consiste à confondre le N et le L. La capitale, Hanoï. Il y a des gens qui vont la prononcer à Hanoï, avec un L, très fréquent, à l'est de Hanoï, notamment ces provinces-là. Or, cette faute de diction, elle est passée à l'écrit. Les 2 caractères qui sont là, en chinois, ça ne veut rien dire. Nien, avec un joli rouge, vous voyez, là, Nien. Si je le lis, c'est-à-dire j'ai l'original, comme ça, je lis ici, Nien, l'année, Zain, le nom. L'année, le nom de l'année, je comprends, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas. Et puis tout à coup, d'ailleurs j'ai été un peu surpris quand je m'en suis aperçu, j'ai réalisé que simplement la personne, elle voulait écrire Lien avec un L. C'est ça qu'elle voulait écrire. Et donc, elle s'est trompée de caractère. Vous voyez ce que je veux dire? Elle voulait dire ça, en fait, elle a pensé par l'oral. Elle dit, bon voilà, je veux marquer Lienzheim, mais elle a mal prononcé. Elle a prononcé Nienzheim. Et son N est passé dans une autre graphie, c'est-à-dire celle-là. C'est absolument incroyable de se tromper, à l'oral on comprend, mais que ça engendre une faute de caractère en chinois. C'est-à-dire que contre toute évidence, quand on l'a sous les yeux, on se dit, mais ça ne veut rien dire. Année, non, ça ne veut rien dire. Et bien pourtant, on l'a gravé. Je dirais même plus, on l'a écrit sur un papier, puis gravé à travers le papier, parce que le graveur ne connaît pas forcément les caractères. Lui, il grave, il tape sur le papier. Donc on l'a fait 2 fois. Et puis il y a des gens autour, en village vietnamien, il y a du monde qui regarde en général. Personne ne s'en est aperçu, vous étiez trop tard. En tout cas, une faute, en quelque sorte, ce qui est extraordinaire, que une diction fautive produit une graphie fautive. Et là, je trouve qu'on va assez loin. Donc, dans tous ces cas qu'on vient de voir jusque-là, ces espèces d'interférences, vous comprenez que pour savoir la vérité des choses, il faut bien comprendre que c'est le vietnamien parlé, dans tous ces régionalismes et toutes ces erreurs de diction, c'est le vietnamien parlé, donc, qui permet de comprendre le chinois écrit. Ce qui est assez paradoxal, puisque c'est justement ce chinois écrit qui servait à enregistrer le vietnamien parlé. Vous voyez comment le serpent se mord la queue, en quelque sorte. En tout cas, il y a là, je crois, un intéressant phénomène de circulation digraphique, on pourrait dire. Je conclus. Oui.
J'aimerais conclure, plutôt que de dire des généralités, sur une hypothèse dont je ne suis absolument pas sûr, mais que je présente, parce que finalement, en réfléchissant à l'occasion de la préparation de cette communication, je me suis dit qu'il fallait réfléchir un peu sur les modes de lecture de ces textes composites. Parce qu'évidemment, ils nous obligent à une gymnastique assez compliquée, mais la question, que pour nous soit compliquée, c'est pas très grave, mais pour les intéressés à l'époque, est-elle compliquée? Finalement, c'est ça la seule question qui vaille. Eh bien, finalement, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'était pas sûr. C'est pas sûr que ce soit très compliqué. Quand les Vietnamiens de l'époque, mettons, plaçons-nous au XVIIe ou XVIIIe siècle, quand ils lisaient un texte et arrivaient à des caractères chinois, disposés selon la grammaire vietnamienne, peut-être les lisaient-ils directement en vietnamien, sans hésitation, peut-être même sans même passer par la phonologie du chinois. Ils voyaient tout de suite, dans l'ordre des mots, ils voyaient tout de suite que c'était une inversion, et que, par exemple, pont plus pierre voulait dire un pont en pierre. Sans avoir besoin, ça ne pouvait pas être une pierre en forme de pont. Donc ils le comprenaient tout de suite. Et les caractères démotiques, exigent une lecture en vietnamien, ça c'est clair. Mais je me demande si la grammaire vietnamienne appliquée aux Chinois n'avait pas le même effet. Peut-être cette grammaire, elle vietnamisait les caractères eux-mêmes. Oh, ils sont écrits en chinois, mais ceux qui le lisaient, ils pensent déjà en vietnamien. Déjà. Parce que la grammaire est un indicateur, une alerte qui est lancée au lecteur pour lui dire « Attention, là, on rentre dans des choses à nous ». Vous voyez un peu cette idée-là. Ça me semble le plus simple à comprendre pour expliquer qu'ils aient pu lire ces textes, ne serait-ce que ça. Donc c'est une sorte d'étrange écriture vernaculaire cachée, en quelque sorte. J'en suis pas sûr du tout, c'est une pure hypothèse. Mais je note que, si c'est vrai, cela ne gênait pas du tout la lecture. Et au contraire même, cela la facilité. On prenait le passage du texte, chinois, démotique, pas démotique, mais grammaire vietnamienne. Dès qu'on voyait ça, on prenait le passage du texte en bloc, d'un seul coup d'œil. Et alors, on revenait à sa langue natale, évidemment, plus présente à l'esprit qu'une langue étrangère, car le chinois est quand même une langue étrangère. Entre l'écrit et l'oral, il y aurait cette frange assez floue, quasiment visuelle, qui fait qu'on traduit en même temps qu'on lit, et qu'on restitue autre chose que ce qui est écrit. Alors ça a l'air compliqué, mais après tout, d'abord, les gens avaient l'habitude, mais même sur le fond de l'affaire, après tout, est-ce si étonnant? Quand dans un texte écrit en français, aujourd'hui, je lis les 3 lettres E, T, C, je les lis, etc. Si bien que ce soit du latin, j'ai compris ce que voulait dire l'expression. J'ai eu aucun problème. Qu'est-ce que j'ai fait finalement? En passant de E, T, C à etc., j'ai en même temps décodé, reconstruit et traduit du latin. Dans le fond, si moi j'y arrive, a priori, je pense que 50 millions de Vietnamiens, on peut y arriver aussi. Et finalement, cette simple expérience personnelle pourrait permettre de comprendre que, dans le fond, ces textes-là n'étaient pas du tout lus comme nous les déchiffrons maintenant, mais avec beaucoup plus d'instinct et de facilité. Et donc, le chinois était décodé, traduit dans le même mouvement. Je vous remercie.